et bienvenue au Pour que vive le Beaujolais de juillet. Un Pour que vive le Beaujolais très particulier car nous remplaçons au pied levé nos animateurs préférés qui sont en repos bien mérité. C'est le dernier Pour que vive le Beaujolais de l'année. Et est-ce le dernier Pour que vive le Beaujolais? Nous y sommes engagés à une saison, nous avons tenu bon malgré le rythme, malgré la pression et nous en sommes très heureux. À suivre à la fin de cette émission pour avoir plus de détails. Et aujourd'hui, nous avons à voir 3 reportages. Un reportage légèrement au-delà du Beaujolais en Val-de-Saône où nous allons pouvoir assister à un concours d'attelage. Et ensuite, nous découvrirons un avant-goût de l'exposition Petits Choux et Papillotes. Et enfin, nous plongerons dans l'ambiance de la première édition du Festival des Cires de Beaujeu. Puis nous interviewerons un invité exceptionnel, Natacha Polony. En route vers les reportages. J'ai commencé à tout petit niveau et à cette époque-là, il y a 10 ans, on organisait à Messigny-sur-Saône un concours d'attelage de tradition. Et je m'étais dit que en fait, ce qui serait bien, c'est de donner un peu ce que j'ai reçu. Et du coup, aujourd'hui, on est sur notre premier concours, pas un gros niveau, mais un concours régional qui manifestement fait plaisir aux gens qui sont là. Alors ce matin se déroule sur la carrière de dressage en fait la première partie très importante du dressage, du concours d'attelage. Et c'est vrai que c'est une partie qui est importante parce qu'on a des chevaux qui sont bien dans leur tête, on leur demande des figures, des allures et elles sont notées par des juges et ça fait partie de la première épreuve. Ici, on est heureux de vous accueillir au domaine d'Amarin, qui a comme signature terre d'accueil et de lien. Le domaine d'Amarin se situe en Val-de-Saône et on a dans ce lieu un lieu d'abord et avant tout social qui s'ouvre. Alors aujourd'hui, un événement incroyable, magnifique. On est heureux d'accueillir ce concours qu'on avait envie de réaliser avec Delphine et avec ma famille depuis longtemps. C'est un lieu social parce qu'on accueille ici des scouts, parce que 2000 parents viennent dans la nature se ressourcer. Des SDF de Lyon viennent aussi se ressourcer dans cette nature-là. Et l'accueil social s'ouvre à tous ceux qui ont besoin, voilà, gratuitement, d'être accueillis. Et que ce soit, il y a des accueils de séminaristes, de chants chorales qui viennent passer des week-ends ici. Et puis c'est un lieu entrepreneurial, on a la vocation de ce lieu, envie de l'ouvrir, en tout cas j'ai le souhait de l'ouvrir aux entreprises qui vivent une aventure humaine ou qui veulent vivre une transformation humaine dans leur aventure entrepreneuriale. C'est une terre d'accueil qui signe le lien entre les personnes. Et on est là-dedans aujourd'hui, en tout cas dans ce concours magnifique, pour la beauté du lieu qui nous accueille. Merci à ceux qui l'organisent. Cet après-midi, il faudra venir voir ça l'année prochaine, il y a une épreuve de maniabilité, d'adresse, qui est un petit peu plus délicate, où on demande aux meneurs de passer dans des distances très serrées par rapport à la largeur de leur voiture. Et c'est une épreuve d'adresse en fait, qui est sympa à faire, mais qui demande plus de concentration, encore plus de concentration. Après, il reste une troisième épreuve, qu'on ne fera pas sur cette année-là parce que c'est une épreuve qui demande une organisation supplémentaire, mais qui est une épreuve de marathon qui est toujours très impressionnante et très appréciée du public. C'est une épreuve où les chevaux vont vite, galopent fort, il y a de l'action et c'est aussi, ça fait partie de la troisième épreuve du concours d'attelage. Donc au rez-de-chaussée de la Maison du Patrimoine, nous présentons des expositions temporaires et l'exposition en cours s'appelle Miroir, Petits Choux et Papillotes. Elle est consacrée à 5 femmes qui ont vécu dans le Beaujolais, soit qu'elles étaient nées dans le Beaujolais, soit qu'elles ont passé plusieurs années de leur vie ici. Alors l'exposition, nous la présentons jusqu'à l'automne 2022. Et en fait, le point de départ de l'exposition, peut-être la plus célèbre de ces 5 femmes, le point de départ, c'est autour de Manon Roland. Elle n'a pas assez de mots pour définir
pour décrire les charmes de la campagne beaujolaise au tournant des... Voilà, on est juste quelques années avant la Révolution. Voilà, donc dans le deuxième espace où on est vraiment non seulement dans l'art de vivre, avec tout ce qui va être lié aux vêtements, à la mode au XVIIIe siècle, mais aussi de manière peut-être plus sérieuse, de voir aussi comment ces femmes, elles traversent des périodes difficiles, et notamment bien sûr comment ces femmes, elles traversent la période révolutionnaire, et puis comment le XVIIIe siècle, c'est aussi une période de découverte, hein, un siècle très curieux, et l'un des exemples fameux, c'est l'envol de la montgolfière en 1784 à Lyon, avec à son bord la première femme à s'élever dans les airs, Élisabeth Thible, et c'est donc une estampe qui se trouve aux archives municipales à Lyon. Elle était chanteuse d'opéra, et donc elle va s'envoler dans les airs en chantant un air d'opéra avec l'homme qui partage cette aventure. Ça illustre bien l'esprit du XVIIIe siècle, l'esprit de découverte. Nous avons choisi 4 autres femmes, donc notamment la femme qui est à la tête du chapitre de salle jusqu'à la Révolution, Madame de Ruffet, qui elle était native de Dijon. Et puis nous avons choisi une lyonnaise, Magdeleine Morand-Jouffré, qui était propriétaire avec son époux du château de Machy à Sasselet, au sud du Beaujolais. Et puis enfin, une femme qui a vécu une toute petite partie de sa vie, quelques semaines à peine étant enfant, comme chanoinesse à Alix, puisqu'Alix et Salles, ce sont les deux chapitres de chanoinesse du Beaujolais au XVIIIe siècle. Donc bien sûr, nous vous invitons avec grand plaisir à venir découvrir à la fois l'exposition Miroir à la Maison du Patrimoine et puis bien sûr le musée des conscrits au 2e étage. Da quel Signor rinquiena mai Alors cette dédicace? Oui, ben ça se passe bien. Voilà, donc. Alors votre ouvrage Voilà. Super, le premier château de Pierre des Beaujeux. C'est ça. Merci. Voilà. Au Festival des Sires de Beaujeu, le vin est bon. Le vin de monsieur Lambra, la vallée d'Anguillet. Ah, santé. Quand je bois du vin claret, ami de tourne. Aussi je bois désormais que du Beaujolais. Quand je bois du vin claret, ami de tourne. Aussi je bois désormais que du Beaujolais. Sans mon chant d'un jambon, à ce flacon plaisant. Eh bien voilà, notre groupe s'appelle Claveyson Cantores. Donc les chanteurs et chanteuses, plutôt les chanteuses et chanteurs de Claveyson, puisque Claveyson était un fief féodal. On est basé là-haut dans notre petite montagne très agréable. Et le groupe est créé depuis une dizaine d'années. Voilà. Et on a l'habitude d'aller chanter dans les fêtes médiévales. Par exemple, on va régulièrement à Crémieux, entre autres, hein, comme c'est une fête importante. Et toutes les fois où on peut aller se placer, eh bien on le fait avec plaisir. Votre douce sera lourde
Pourquoi vous êtes là? Et bien parce que donc on est un chantier médiéval qui a démarré il y a 2 ans. Et on se donne 40 ans pour construire une ville médiévale du début du XIVe siècle. Et en ce moment sur le chantier, eh bien, il y a 2 bâtiments en cours de construction. La tour porte, donc on a la maquette ici, qui sera un jour l'entrée de la ville. Et puis une halle, une grande halle marchande. Sur place, on a 8 bâtisseurs, tailleurs de pierre, charpentiers, forgerons, maçons. Et eux, ils utilisent les techniques début XIVe siècle pour bâtir les différents édifices de la ville. On va utiliser du coup par exemple voilà, les engins de levage comme celui qu'on a ici. En avançant ou en reculant, on va activer ici un cabeçon qu'on voit ici. Une poulie normalement est installée. Et là on va pouvoir lever ou baisser les pierres pour élever les murs. Donc dès qu'on est à 1 mètre, 1 mètre 50, on va ensuite utiliser la grue pour installer les pierres au fur et à mesure. Vous pouvez venir passer 2 jours en immersion au Moyen-Âge. Et ça aide beaucoup à l'avancée du chantier. Je suis Xavier Larry, je suis professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, une petite esquisse sur les seigneurs de Beaujeu entre le Xe et le XIIIe siècle. C'était des proches, des parents, des cousins des Capétiens du XIIIe siècle que j'étudie par ailleurs, notamment dans le domaine militaire, où ils étaient donc connétables. Il y a eu 2 connétables de la famille de Beaujeu, connétables de France, donc les grands officiers au service des rois de France. Et donc c'est comme ça que je les ai découverts. Et quand je suis arrivé à Lyon en 2015 comme professeur d'histoire du Moyen-Âge, j'ai décidé de me pencher un peu davantage sur eux, avec l'aide notamment de Bruno Galland, qui est le directeur des archives départementales du Rhône. Aujourd'hui, de ce château de Pierre-Aigu, je ne sais pas comment il faut dire exactement, eh bien, ce château était très connu, était très important, et c'est ça qui a fait la fortune des seigneurs de Beaujeu. Et si vous allez sur la colline, donc vous verrez que l'emprise du château, dont il ne reste rien sinon un pan de mur, eh bien cette emprise était très très vaste. Et l'ensemble formé par le château et la collégiale était un ensemble très vaste, très impressionnant, et qu'on voyait très certainement de loin. Les médiévales de Beaujeu, c'est un bel événement parce qu'il nous relie justement à l'histoire de cette capitale historique et puis nous permet de nous retrouver dans une commune merveilleuse en présence du maire de Beaujeu, parce qu'il faut relier le passé au présent et à l'avenir. D'ailleurs, l'avenir ne s'explique que par l'histoire justement de Beaujeu, monsieur le maire. C'est une première. La période est un peu difficile, on lance quelque chose, mais je pense que ça va être un très bel événement dans les années futures. Alors n'hésitez pas à venir au Médiéval de Beaujeu dans les années futures. Ce dernier reportage montre à quel point ces médiévales de Beaujeu ont été un véritable succès.
Un succès toujours étonnant pour toutes les médiévales en général d'ailleurs. Étonnant parce qu'on sait à quel point le Moyen-Âge a été idéologiquement décrit comme une période sombre, triste, austère, barbare. Alors que finalement, cet aspect chatoyant, cette vérité qui transparaît du désir de voir les médiévales chez toutes les personnes qui font de chaque médiéval des succès dans toute la France, dès qu'il y a des médiévales, ça fonctionne vraiment très bien, montre à quel point le public est attiré par cette période. Et effectivement, on a vu à quel point, à travers les différents concerts, à travers aussi l'histoire, à quel point c'était riche, riche au niveau artistique, également riche par les relations humaines, nombre de personnes qui nous disaient qu'ils aimaient aller au médiéval parce que c'est un moment où on retrouve sans technologie des relations humaines simples. Grâce à ce succès, nous sommes partis pour une deuxième édition. Nous avons aussi pu voir l'exposition Petit Chou et Papillote. Alors, une exposition qui est très intéressante parce qu'elle montre effectivement 5 personnalités féminines du XVIIIe siècle. Elle montre à quel point notre territoire était tissé par toutes les richesses qu'on pouvait trouver. Et ce territoire du Beaujolais, particulièrement dans cet exemple-là, était également marqué par des personnalités féminines très fortes, très cultivées, ce qui globalement peut quand même poser question sur le niveau éducatif de l'époque qui permettait d'avoir des gens vraiment d'une grande finesse et d'une recherche de beauté remarquable. Et enfin, nous nous sommes régalés avec le concours d'attelage. Alors, concours d'attelage, c'est vraiment très beau. Nous sommes partis au-delà de la Saône. Nous avons donc dépassé la frontière géographique du Beaujolais. Aussi pour montrer à quel point le Beaujolais est riche des différences qu'il a avec son environnement. Ce qui est vraiment important, c'est aussi de voir à quel point il faut que chacun arrive à puiser dans son patrimoine, arrive à puiser dans ce qu'il est profondément. Le mélange de tout qui gomme toutes les différences, finalement, retire cette magnifique mosaïque culturelle que nous arrivons à voir, qui est particulièrement bien illustrée dans le Beaujolais et dans l'environnement du Beaujolais. Effectivement, c'est magnifique quand on est dans le Beaujolais de pouvoir avoir la chance de franchir la Saône et de voir des paysages si différents, de voir des activités si différentes. Et en l'occurrence, ce concours d'attelage est vraiment une valeur ajoutée magnifique pour le Beaujolais, de la même manière que nous espérons être une magnifique valeur ajoutée pour le Val-de-Saône. Et maintenant, nous allons pouvoir passer depuis le château de Bellevue à l'interview de Natacha Polony. Bonjour et bienvenue à notre interview de Pour que vive le Beaujolais, aujourd'hui avec Natacha Polony qui nous a fait la joie de venir. Bonjour. Bonjour Natacha. Déjà, nous sommes accueillis au château de Bellevue à Morgon, donc on les remercie vivement. Ils ont été très gentils parce que vous avez plein de choses à faire ici parce qu'il y a un événement dont on parlera tout à l'heure. La première question que je voulais vous poser est très basique. Qu'est-ce que vous venez chercher dans le Beaujolais? Qu'est-ce que vous aimez dans le Beaujolais? Dans le Beaujolais, ce qu'on aime, c'est qu'on a, j'allais dire, tout ce qui fait l'identité de la France en condensé. D'abord, c'est d'une beauté, ce sont des paysages extrêmement vallonnés, avec une forme de douceur que j'aime énormément. C'est-à-dire que c'est une campagne qui est à la fois très vivante et qui n'est pas morne, n'est pas plate. Il y a quelque chose de joyeux, en fait, dans le Beaujolais. Et alors quand en plus le temps s'y prête, quand il y a du soleil qui vient faire dorer les pierres, alors là, mais c'est époustouflant. C'est en fait une région absolument magnifique. Et puis c'est, j'allais dire, par le nom même de Beaujolais, c'est là aussi le cœur de la France. C'est immédiatement quand on prononce ce nom, on est joyeux. On a envie de partager un verre de vin, on a envie de partager des bonnes choses. Je trouve qu'il y a là tout ce qui fait cet art de vivre à la française, qui nous a tellement manqué pendant quelques temps. Et je pense que cette privation nous a donné encore plus conscience du prix de tout ça. Alors j'ai l'impression, quand vous me parlez, je vois aussi, dites-moi si je me trompe, aussi votre désir de combattre la pensée unique et sa tristesse intellectuelle, sa tristesse globale. Et j'ai l'impression que le Beaujolais finalement est une illustration de ce combat. Finalement, vous vous retrouvez dans votre désir. Oui, parce que tout simplement, il y a quelque chose en France que les autres pays n'ont pas encore développé, ça viendra, qui s'appelle le terroir, c'est-à-dire l'art de comprendre où on est.
et de comprendre la spécificité de chaque lieu, ce qui oblige à un peu d'humilité, c'est-à-dire d'essayer de regarder autour de soi, de s'imprégner des lumières, de s'imprégner du sol, de la géographie, pour essayer de lire le lieu où l'on est. Et ça permet une diversité extraordinaire. Et il n'y a rien de pire que l'uniformité, que la pensée unique, c'est-à-dire le moment où tout le monde pense la même chose, dit la même chose. En fait, comprendre l'endroit où l'on est, c'est immédiatement s'ouvrir à la multiplicité, c'est voyager parce qu'on va changer de coteau, parce que tout à coup la lumière va changer. C'est ça que j'aime énormément. Et en effet, ça permet d'essayer de sortir, oui, de la tristesse, de la facilité. En fait, ce qui m'ennuie profondément, c'est la capacité, parfois, notamment dans le milieu des médias, à se laisser aller à une pensée réflexe, à une pensée sous forme de slogan. Et ce que j'aime, moi, c'est la possibilité de nourrir sa pensée pour qu'elle devienne plus complexe, plus diverse. Et en fait, c'est évidemment beaucoup plus facile quand on a une diversité de paysages, quand on a une diversité de façons d'être, de vie, quand on a des vins comme Morgon, Fleury, Moulin à Vent, et là tout de suite, il y a du plaisir, donc il ne peut pas y avoir de l'uniformité. Ouais. Alors, en plus, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau de la diversité. Vous êtes ici pour un événement fort sympathique qui aura déjà eu lieu lorsque les gens verront cette vidéo, mais qui, je l'espère, se renouvellera. C'est une soirée spéciale alliance, mots, mets et vin, et musique aussi. Oui, il y a de tout. Et en fait, ça c'est merveilleux. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce concept qui nous attire énormément ? C'est tout simplement la diversité des sensations et justement la capacité par la musique et par les mots, par la littérature, de traduire tout le bien que nous fait cette terre. C'est-à-dire que nous allons goûter des plats, nous allons boire du vin, nous allons partager un moment de plaisir. Et les écrivains sont ceux qui savent, par la littérature, c'est-à-dire par la diversité des mots et par leur précision, qui savent retranscrire, donner une existence plus longue à ces moments. C'est-à-dire que, par exemple, je lirai tout à l'heure un texte de Colette. Colette est un écrivain extraordinaire tout simplement parce qu'elle a d'abord une capacité à voir. Colette a grandi dans la nature, elle a passé son enfance à distinguer les nuances du bleu au mauve d'une violette, le fait que cette violette fleurit chaque année et que chaque année le bleu, le mauve sont différents. Et elle a utilisé la langue pour nous dire cela, de telle sorte qu'elle nous invite nous-mêmes à sentir ce que la nature fait sur notre corps. C'est un texte là en particulier qui parle des oranges, de la diversité des oranges, du bonheur de boire une orangeade, d'un moment qu'elle a vécu au Maroc et de cette merveille d'une orangeraie sous le soleil. Et à travers cela, eh bien, nous ressentons tous les plaisirs, toute la jubilation qu'il y a à être sur cette terre. En fait, j'aime particulièrement les écrivains qui sont capables de retranscrire les sensations qui sont, évidemment, qui nous sont propres à chacun d'entre nous, mais que nous allons pouvoir partager par la langue. Là, vous m'avez perdu parce que je suis parti dans l'orange, vous voyez. Exactement, on peut aller se promener. Alors vous verrez, il y a des promenades extraordinaires, il y a l'orangeraie bien sûr, mais il y a aussi évidemment des invitations à la beuverie parfois. Il y a aussi des textes extrêmement drôles sur l'éloge du gigot ou du saucisson. Il y a la Madeleine, la fameuse Madeleine de Proust, c'est-à-dire là aussi ce génie d'un écrivain qui nous raconte ce moment fabuleux où notre mémoire fonctionne grâce à nos sensations. Ce n'est pas le cerveau, ce n'est pas l'intellect qui nous permet de nous replonger dans une mémoire. La plus puissante des mémoires, c'est celle de nos sens. C'est quand tout à coup, une odeur, un goût, nous ramène vers l'enfance. Et on l'a tous vécu ça. Mais la façon dont Proust le raconte, dans la façon dont Proust raconte presque l'enquête qu'il mène pour essayer de comprendre ce qu'est cette petite fulgurance qu'il a eue en goûtant cette madeleine, qui lui rappelle quelque chose. Et il va essayer de se plonger au plus profond de lui-même, de faire silence autour de lui, pour tout à coup découvrir ce que lui a évoqué cette madeleine et revenir dans l'enfance. C'est absolument merveilleux. Donc le mariage entre les vins, la littérature, il est naturel parce que
la nature nous donne des bienfaits, l'être humain les transforme en chefs-d'œuvre. Les vins sont des chefs-d'œuvre, un produit magnifique, une volaille, c'est un chef-d'œuvre. Et ensuite, nous allons par les mots être capables de donner à ce chef-d'œuvre toute son ampleur. Alors, s'il est clair que nous aimons le terroir français dans son ensemble, lorsque vous me dites ça, je me dis le Beaujolais ressemble à une Madeleine de Proust de l'histoire de France. Mais c'est exactement ça. Il y On a goûte tout toute en l'histoire de Beaujolais. France. Il y a tout. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une France en concentré. C'est-à-dire qu'on y trouve tout ce qui va se révéler dans chaque région de France. Ici, vous avez tout. Et c'est ça qui est merveilleux. Et en plus, dans un climat qui est à la fois d'une douceur et d'une fraîcheur. Enfin, il n'y a rien d'agressif. Tout est joie, tout est jubilation. C'est merveilleux. Alors, question compliquée pour terminer. C'est votre rêve, votre imaginaire du Beaujolais lorsque vous n'y êtes pas. Est-ce que c'est de boire un vin précis, avec un mets précis, en discutant de choses précises, ou alors Alors, j'aime en général varier les plaisirs, c'est-à-dire assortir le vin justement au plat que je vais avoir, à mon humeur, au temps qu'il fait. Donc, je peux prendre autant de plaisir à un moulin à vent, à un Beaujolais nouveau, quand il est vraiment sur le fruit, quand pour le coup, on a l'impression de mordre dans la grappe de raisin. Je vais aimer un vin plus assagi, plus vieux, par exemple, avec une viande qui aura du goût, qui sera maturée. Et là, on peut aller sur des vins qui ont 15 ans, même plus, beaucoup plus. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, le Beaujolais vieillit, bien sûr. Il mûrit plutôt qu'il vieillit. C'est-à-dire qu'il devient ce vieux monsieur très sage, qu'on va sortir, ce vieux moine qu'on va sortir de sa cellule. Parce qu'il y est resté endormi et coincé. Tout à coup, on le réveille pour lui faire rencontrer un plat. Et les deux vont se parler, vont discuter. C'est un festival, c'est une pièce de théâtre à laquelle nous assistons, à laquelle nous participons. Nous faisons jouer tel acteur puis tel autre. Et souvent, il se passe un moment de grâce quand les deux acteurs se rencontrent et se parlent. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous espérons avoir fait vivre à tous nos spectateurs cet instant de grâce de vous avoir rencontré et d'avoir pu converser à travers les ondes avec vous. Et merci beaucoup aussi. Et puis, bah, on espère vous revoir très bientôt. Avec grand plaisir. Merci Natacha. Merci. Au revoir. Quelle chance et encore merci au Château de Bellevue de nous avoir permis d'avoir cette interview. Alors, une interview qui était évidemment, qui se suffit à elle-même. Simplement, vraiment, le coup de cœur, c'est sur cette image de Beaujolais en tant que petite France, vraiment comme étant cette Madeleine de Proust qui nous rappelle la France et qui montre encore une fois l'importance de cette diversité qui ne fait que enrichir le territoire. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Mais est-ce la fin de Pour que vive le Beaujolais? C'est vous qui le déciderez, c'est vous qui nous le direz. En fait, clairement, c'est une émission qui prend beaucoup de temps, au dépend de la vie de famille, qui prend du temps, au dépend d'autres engagements. Donc si cet engagement-là, bénévole, est un engagement qui vous plaît, eh bien on continuera, d'autant plus qu'on a plein d'idées. Maintenant, n'hésitez pas surtout à nous dire ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas, ce que vous souhaiteriez, ce que vous ne souhaiteriez pas. Il y a peut-être d'autres émissions possibles. On peut aussi arrêter Pour que vive le Beaujolais dans cette forme et faire quelque chose de différent, qui vous convienne mieux. Parce qu'on veut faire mieux, on veut trouver un environnement plus propice à faire quelque chose de beau, de gratuit, de généreux, parce que en fait, c'est la noblesse de Pour que vive le Beaujolais, c'est la gratuité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend rien en retour. C'est cette véritable noblesse que nous cherchons à imprimer sur nos émissions. On a déjà quelques petits reportages pour l'année prochaine et on a déjà un invité, je peux vous le dire. La prochaine fois, nous serons avec Perico Légas qui nous a accordé une très belle interview. Donc, envoyez-nous des messages, commentez sous la vidéo, commentez sur le site et surtout aussi, allez voir aussi ce qu'on a fait sur le site pqvb.fr. Vous avez la rétrospective de toutes les émissions de cette première saison. Vous connaissez tous la devise fort fort. Donc après le dernier fort fort de cette émission, vous aurez le droit à une multitude de fort forts de toute cette année. Et donc, comme le disaient les seigneurs de Beaujeu, fort fort, fort fort, fort fort, fort fort, Beaujeu, fort fort, fort fort, fort fort, fort fort, fort fort,
Fort, fort.